ABK Matin, l'interview. Avec Sidonie Fikak. Bonjour docteur Yambé Timba et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Madame Fikak et bonjour à ceux qui nous écoutent. C'est un plaisir, comme tous les lundis, de vous avoir dans le cadre de ce programme. Et avec vous, on parle des travailleurs. Ils sont à l'honneur le 1er mai et le thème autour duquel les activités de cette 138e édition se déroulent est dialogue social constructif, facteur de promotion du travail décent et de progrès social. Est-ce qu'on peut parler de tout cela au Cameroun lorsqu'on a un thème comme celui-ci qui est assez révélateur, mais dans la pratique et au quotidien, les Camerounais ont l'impression de voir tout autre chose, docteur Yambé Timba? Non, enfin, la question est, voilà, ce genre de thèmes sont justement de nature à emballer, si vous voulez, l'arnaque dans un mouchoir de soie pour donner l'impression aux travailleurs que quelqu'un les écoute et que leur sort est pris au sérieux. Tout le monde sait que c'est des histoires. Parce que, je vais vous dire quelque chose, Madame Fikak. Le travail et les travailleurs, c'est un certain nombre de repères historiques et un certain nombre de repères économiques qui font que lorsqu'on annonce un thème comme celui-là, les esprits lucides qui connaissent l'histoire du travail et surtout l'histoire des travailleurs, particulièrement l'histoire récente, ils se disent « Oh là là, les travailleurs se font encore entuber une autre fois et encore une année au cours de laquelle malheureusement ils sont privés du fruit de leur travail. » Parce que la question fondamentale, ce n'est pas qu'il y ait un dialogue social ou qu'il n'y ait pas un dialogue social. Mais vous savez, les esclaves dialoguent avec leurs maîtres. Hein? Les gens qui exploitent les autres dialoguent avec les gens qu'ils exploitent. Ce n'est pas ça le fond du problème. Il faut savoir que le travail et le travailleur, c'est quoi? Normalement, si vous travaillez, vous produisez quelque chose. Oui. Et ce que vous produisez, le fruit de votre travail est censé vous aider à vivre convenablement. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez être propriétaire du fruit de votre travail puisque c'est vous qui le produisez. Le problème, c'est que les choses ne se passent pas du tout comme ça. Et on connaît les alternatives donc, que les sociétés brutales, violentes ont créées au cours de l'histoire. Et ces alternatives ont au moins les trois noms qui sont les plus importants. Le premier, c'est l'esclavage. Le travailleur, il travaille, il produit, mais le maître, lui, il est l'esclave. Le maître lui donne le minimum qui lui suffit pour qu'il reste en vie et qu'il continue à produire. Et c'est le maître qui dispose de ce dont du surplus pour faire ce qu'il veut. Ensuite, on a le féodalisme, qui fait que le surplus a pris le nom de rente. Et là encore, le travailleur produit, mais il y a le propriétaire, généralement terrien, qui décide donc, ou alors le seigneur, qui décide de l'utilisation du surplus. Et il y a la forme la plus récente, qui s'appelle le capitalisme, dans lequel les travailleurs produits, on leur paye un salaire, et la plus-value, c'est-à-dire la différence entre la production et le salaire, revient donc au capitaliste qui en dispose comme il veut. Et le salarié ne peut se contenter que de son salaire et compte tenu de la pression de plus en plus forte sur son salaire, malheureusement, soit ce salaire est minable, soit ce salaire-là, il est réduit progressivement ou alors n'arrive même pas à le sortir de la pauvreté. Et on peut donc parler de travailleurs pauvres. Ce que cela nous montre, c'est quoi? C'est que vous avez, dans toutes les sociétés et à toutes les époques, les travailleurs produisent toujours plus qu'ils n'en consomment. Et le fait qu'ils produisent plus qu'ils n'en consomment, évidemment, devrait leur permettre d'être riches, puisqu'ils produisent plus qu'ils ne consomment. Ils devraient avoir de la trésorerie, des disponibilités supplémentaires qui feraient des personnes riches. Mais ce n'est pas le cas. Et la question fondamentale lorsqu'on parle donc de la fête des travailleurs, ce n'est pas d'amener une histoire, une espèce d'amusement de la galerie où il y a le dialogue social, etc. C'est de poser la question fondamentale que pose Karl Marx, à savoir, mais comment faire pour que le travailleur puisse bénéficier du produit de son travail, qu'il soit celui qui dispose des surplus et les gère comme il le veut pour s'assurer
d'avoir une vie heureuse. Parce que le bonheur est l'ultime objectif que les philosophes trouvent justement. Mais pour ça, il ne faut pas faire des réformes, il ne faut pas organiser le dialogue, il faut transformer la société pour que finalement, ce soit les travailleurs qui disposent à leur guise, selon leurs besoins, dit Marx, et selon leurs désirs, plus tard, dit-il, qu'ils disposent du fruit de leur travail, du surplus, selon leurs besoins, selon leurs désirs. Ce n'est pas le cas. Le dialogue social ne règle pas cette question. Le dialogue social, c'est du maquillage sur un visage extrêmement laid, extrêmement dangereux, totalement insupportable au regard. Et donc, on va prendre ce genre d'initiative, on va organiser ce genre de choses qui disent clairement qu'un pays comme le Cameroun est un pays qui est dirigé de façon néolibérale et que le capitalisme y prospère, et même un capitalisme sauvage. C'est un problème sérieux, c'est une grosse difficulté, et ce n'est pas en faisant un peu de maquillage qu'on va améliorer la situation des travailleurs. Je finis par un petit mot. Oui. Alors, au Cameroun, on va dire les travailleurs. Il faut d'ailleurs distinguer pratiquement 3 catégories. Vous avez les travailleurs qui sont des salariés qui sont là. Une grande partie de ces salariés, ce sont des gens qui se sont même mis au service du capitalisme, ils s'en rendent même pas compte et ils torturent les autres travailleurs sans qu'on comprenne pourquoi ils torturent les autres alors qu'ils sont juste une petite armée de braqueurs du surplus de la production des travailleurs. Mais en fait, c'est que le fait qu'on ait fragmenté le travail fait de chaque petit chef une espèce de tyran qui croit tellement bien faire qu'il terrorise en fait tous les autres travailleurs qu'il a sous son commandement. Ah oui. Et on a l'impression que le travail est devenu un espace militaire, et les Américains, dans le cas du capitalisme, ne s'y sont pas trompés. On est Chief Executive Officer, on est Chief Operations Officer. Donc tout le monde est officier, un peu comme dans l'armée. Donc le travail aujourd'hui a transformé la vie des travailleurs en une sorte d'armée aux ordres où on doit une obéissance, soumission totale, où les ordres doivent être exécutés sans hésitation ni murmure. Et vous avez l'impression d'être dans la pire tyrannie que le monde ait jamais connue. Et vous avez à côté donc de ces gens-là qui sont les petits faire-valoir et les petits valets du capitalisme international, vous avez maintenant les gens qui sont des travailleurs pauvres. On sait aujourd'hui que les 2/3 des travailleurs camerounais sont pauvres. Ils n'arrivent pas à vivre convenablement. Et c'est un problème de fond qui est lié au fait que le système est capitaliste. Et ce système capitaliste, malheureusement, exploite à fond les travailleurs au Cameroun. La dernière chose, c'est d'entendre les gens confondre le travail et le sous-emploi. Et notre gouvernement ne se gêne pas beaucoup dans ce genre de contresens, dans ce genre d'inexactitude, d'ineptie conceptuelle. Il n'y a pas, par exemple, un type qui fait le bench-skin, ce n'est pas un travailleur. C'est du sous-emploi, ce n'est pas un emploi, ce n'est pas un travail. C'est-à-dire qu'un travail devrait être défini comme un emploi, comme quelque chose qui vous permet que vous exercez dans le cadre d'un emploi décent. Quand vous faites du bench-skin, vous braisez du maïs au bord de la route, et toutes les autorités du Cameroun disent que vous avez du travail, c'est à la limite insultant parce que ça veut dire tout simplement que ces gens-là n'ont aucune intention de desserrer la vis de l'exploitation du peuple par le grand capital national, mais aussi le grand capital international. Oui. Et ça, venir quand on vit ça au quotidien, venir raconter une histoire qu'on appelle dialogue social, on se demande si les gens marchent sur la tête. Mais c'est pas moi, l'expression ne vient pas de moi, l'expression vient de Karl Marx et date du 19e siècle. Oui. Docteur Yambé Timba, on parle donc de la situation des travailleurs et on sait qu'au Cameroun, le secteur informel, vous venez de le dire, est celui qui voit beaucoup de jeunes Camerounais se débrouiller, pas que les jeunes, et même beaucoup de parents se débrouiller. Et comment est-ce qu'on peut résoudre justement ce problème? Quelles sont les solutions que le gouvernement camerounais a pour qu'on puisse parler finalement au Cameroun d'un travail décent? Je n'aime pas souvent jouer les conseillers du gouvernement camerounais gratuitement parce qu'ils sont 400 000. Ils ont 400 000 personnes dans leur administration. Oui. Je crois que le minimum, c'est de demander à ces 400 000 personnes de leur produire des recommandations. Et ces gens-là, croyez-moi, savent exactement ce qu'il faut faire. Et beaucoup, parmi eux, ils ont des syndicats, ils ont les OTS, les ITS, tout ça là. Ces gens-là leur ont déjà proposé beaucoup de solutions qu'ils auraient pu implémenter. Mais le système, c'est qu'au niveau structurel, au niveau systémique,
ils n'ont pas la disposition pour faire ça. Ceux qui dirigent le pays au Cameroun, c'est des ojulatistes, c'est-à-dire des francophiles, des gens qui sont soumis à la France, qui est elle-même soumise au capitalisme international. Vous avez entendu l'un de leurs anciens chefs d'état-major dire que l'armée française ne se bat pas pour la démocratie, elle se bat pour les intérêts des capitalistes. Oui. Donc, ils sont sérieux. Et du coup, quand vous avez un pays qui est sous néocolonialisme français, tout ce qu'il y a là-bas comme direction politique et comme administration est justement utilisé pour s'assurer que les capitalistes nationaux continuent à exploiter le peuple sans vergogne, pour s'assurer que les capitalistes internationaux qui sont installés exploitent le peuple sans vergogne. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une espèce de révolution. Et cette révolution va nous permettre aux travailleurs d'installer un système qui soit communiste, parce que c'est le seul qui peut sortir les gens de la misère, parce que c'est le seul qui rétablit la justice sociale, la démocratie économique, qui permet que les surplus soient exploités, soient gérés par ceux qui les produisent. Malheureusement, dans le cas actuel du Cameroun, il faudrait s'asseoir, réfléchir sérieusement aux mécanismes qui peuvent permettre d'y arriver, et le gouvernement du Cameroun n'a aucune intention de laisser faire ça. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement a fermé l'Institut des sciences humaines, qui existait jusqu'à la fin des années 80, je crois le début des années 90. Ils ont fermé l'Institut des sciences humaines parce que les productions successives de cet institut montrait clairement que la bonne orientation sociale, parce qu'il n'avait pas pu tourner cet institut-là pour qu'elle devienne néolibérale totalement, que la bonne orientation pour la construction rapide du développement de notre pays et la construction de la prospérité du Cameroun et pour pouvoir assurer sa sécurité, eh bien, c'était de fonder notre économie et de fonder donc finalement le travail sur une base communautaire, sur une base collective, et de permettre que la gestion des surplus qui sont générés par l'économie, par l'activité économique, soit en fait gérée, managée selon les règles d'une gestion collective, selon les besoins et les désirs des travailleurs. Évidemment, vous avez vu, ça a été fermé et en même temps aujourd'hui, vous comprenez que les travailleurs, quand ils osent même dans le cadre de simples syndicats s'élever contre l'injustice dans les entreprises, ils sont licenciés purement et simplement. Ils peuvent aller se plaindre, on s'en fout. Parce que de toutes les façons, quand ils vont se plaindre, les dossiers vont traîner à l'inspection du travail dans les tribunaux pendant parfois 10 ans, 15 ans. Et ils sont là, ils ne savent même pas à quoi faire recours. Oui. Donc, le gouvernement du Cameroun, en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que ce gouvernement sait ce qu'il faut faire, mais ne veut pas le faire. Parce qu'il est compromis dans le néocolonialisme et dans le capitalisme, par le capitalisme international. Donc aujourd'hui, si vous voulez qu'on puisse régler le problème de façon systémique et structurelle, il faudrait qu'on ait de vrais partis politiques. Vous avez 300 ou combien de partis politiques au Cameroun, il n'y en a pratiquement aucun. Il n'y en a aucun parmi les plus grands, là, ceux qu'on appelle les plus grands, ceux qui ont des élus ou ont déjà eu des élus, ceux qui font le plus de boucans. Parfois, ils n'ont pas d'élus ou ils n'ont jamais eu d'élus. Vous avez tous ces partis-là sont pour la plupart néolibéraux. C'est des partis libéraux, c'est des partis qui soutiennent le capitalisme. Comme quoi, même la tournure d'esprit de la plupart des Camerounais, malheureusement, n'est pas du tout, cette tournure d'esprit ne va pas dans le sens de résoudre la question du travail au Cameroun. D'ailleurs, sur les 300, je ne sais pas quelques partis là, une grande majorité, 80-90%, ce sont des partis portés par le lumpen prolétariat. C'est encore un concept de Karl Marx. Le lumpen prolétariat, c'est le fait que vous avez la classe sociale bourgeoise et la classe sociale des travailleurs, justement, qui sont en antagonisme, en opposition permanente. Et vous avez les marginaux des deux classes, des gens qui ne peuvent être placés dans aucune des deux classes, qui se retrouvent donc à côté, on les appelle le lumpen prolétariat. Et ces gens sont les indicateurs de police, sont des voyous, sont des gens comme ça, mais ils sont tous généralement manipulés par la bourgeoisie. Et vous allez voir que 80% à 90% des partis politiques au Cameroun sont tenus par des gens comme ça. C'est-à-dire des types qui sont en réalité, qui sont sans foi ni loi, qui n'ont aucune orientation idéologique sérieuse, qui mangent à tous les râteliers pour autant qu'on leur présente quelque chose. Du coup, vous avez donc un pays dans lequel, au fond, vous n'avez pas un vrai travail idéologique de fond, un vrai travail politique,
Et c'est l'une des choses les plus graves. C'est-à-dire que vous avez un thème comme celui-là, vous ne sentez pas les hommes politiques se lever. C'est-à-dire qu'ils devaient être ulcérés d'entendre une chose pareille, ils devaient être outrés d'entendre une chose pareille et ils devraient monter au créneau pour faire des propositions alternatives. La grosse difficulté, c'est que vous ne les entendez pas. Vous allez les entendre quand il va s'agir de faux trucs qui vont permettre d'avoir des subsides de l'étranger, des subventions étrangères, des financements de ceci. Là, ils vont se lever pour capter le minimum de richesse. Et vous voyez toute l'instrumentalisation. C'est là où je vous disais, ils sont tous instrumentalisés par la bourgeoisie. Et vous voyez que c'est ce que je viens de vous dire. Quand les problèmes concernent les travailleurs, ils sont jamais de là. Mais quand ça concerne un certain nombre de choses qui relèvent plus des intérêts de la bourgeoisie, vous les entendez tous parler. Ils sont toujours en train de bavarder quand il s'agit de dire tel a volé l'argent, quand il s'agit de dire tel a détourné les fonds, quand il s'agit de dire on a telle subvention, on ne sait pas comment ça a été géré, quand il s'agit de parler des marchés publics. Pourquoi ces gens ne parlent jamais de réformer le travail? La réforme du travail au Cameroun va aboutir, pour qu'elle soit pertinente, est une réforme de l'État, est une réforme du système qui ne doit donc plus être libéral, mais être un système collectif. Donc, et vous voyez que c'est beaucoup plus difficile et ces gens ne sont pas capables de venir là-dedans. Docteur Yambé Timba, est-ce que pour parler plus tard du travail décent au Cameroun, il n'est pas important de réformer même le système éducatif du Cameroun, parce que le procès est fait généralement aux travailleurs de vouloir tous se retrouver dans la fonction publique et dans d'autres entreprises parapubliques, plutôt que de se débrouiller dans l'entrepreneuriat ou l'agriculture, alors qu'à la base, il n'y a aucun élément qui ait davantage aidé ces Camerounais à pouvoir embrasser ces différents secteurs d'activité. Est-ce qu'il n'est pas important aujourd'hui de partir même de la cellule, en fait, depuis les salles de classe pour reformer tout, afin qu'on ait des travailleurs qui demain soient capables de pouvoir s'auto-employer ou alors bénéficier des emplois décents et construire ce Cameroun? Vous savez, ça c'est exactement la manipulation d'un État incompétent. Oui. C'est très facile, vous entendrez pratiquement toutes les autorités de notre pays et aller dans tous les pays capitalistes du monde, c'est comme ça qu'on s'exprime. Prenez les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et tous les autres pays capitalistes dans le monde, vous les entendez toujours stigmatiser le peuple. C'est toujours le peuple qui a un problème. C'est toujours le peuple qui n'arrive pas à faire ci. C'est toujours le peuple qui est indiscipliné. C'est toujours le peuple qui fait preuve d'incivisme. Soyons sérieux, vous êtes fait dans quoi là? En réalité, c'est une stratégie, c'est une technique de manipulation des masses. Qu'est-ce qu'on va faire? Et cette technique de manipulation des masses leur permet de maintenir donc un certain pourcentage de la population dans le lumpen prolétariat qu'ils peuvent mobiliser à tout moment pour la déstabilisation de ceux qui recherchent la démocratie économique et la vraie justice sociale. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Évidemment, un système capitaliste, Henry Ford l'a déjà dit, parce qu'après, quand nous parlons ici, on fait comme si on invente l'histoire, on n'invente pas l'histoire. Henry Ford, qui a financé, qui est carrément la personne qui a structuré l'école moderne, en demandant une chose simple au gouvernement américain au début du XXe siècle, il leur a dit, je n'ai pas besoin d'une école qui forme des penseurs, j'ai besoin d'une école qui forme des exécutants. Parce que quand ils viennent dans mon usine, ils ne sont pas là pour réfléchir, ils sont là pour exécuter. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va organiser l'école de telle manière qu'elle produise des exécutants, mais pas du tout pour qu'elle produise des penseurs. Et donc, on va diluer profondément les contenus de savoir à transmettre. On va même détruire, fragiliser les canaux traditionnels de transmission des connaissances. Et on va mettre en place quelque chose qui fabrique des sortes de robots. Ce sont des robots intellectuels. Bon, je ne vais même pas dire des robots cérébraux, parce que si je dis intellectuel, c'est très différent. Ce sont des robots cérébraux qui répètent, reproduisent, exécutent, point. Et donc l'école, dans un système néolibéral comme celui du Cameroun, dans un système néocolonialiste et capitaliste comme celui du Cameroun, l'école n'est pas la plus grande priorité. Je vous ai dit qu'on a fermé l'ISH et vous voyez très bien que de manière générale, la qualité de l'école s'est terriblement dégradée. Quand les anciens le disent, les gens qui ont 70, 80 ans le disent, ils ont raison. Hein. Ça s'est terriblement dégradé. La preuve, quand vous allez dans la plupart des multinationales, quand vous vous présentez à votre licence, on vous recrute en 5e catégorie la plupart du temps. 5e catégorie, ça correspond au recrutement des gens qui ont le CEPE. Oui.
Donc, vous voyez que eux-mêmes, non seulement ça arrange le patronat, donc je ne sais pas quel genre de dialogue on va organiser. Quelqu'un a un master, vous le recrutez en 8e catégorie, en 6e catégorie. Mais quelqu'un qui a un master, c'est un haut cadre. Vous le recrutez pour être un manœuvre. Mais quel genre de dialogue vous allez avoir avec lui? Dites-moi le dialogue que vous aurez. Vous aurez le dialogue là, ce sera quoi? Et même l'administration publique se retrouve dans la même chose où vous avez des gens qui sont des gardiens de la paix ou des officiers de police, ils ont le master. Est-ce que c'est sérieux? Et ils sont là, alors que c'est le niveau du CEPE, le gardien, les inspecteurs de police, je crois que ça doit être le niveau du BEPC. Mais les gens ont les masters, ils sont là. Comment est-ce qu'on fait un tel recrutement? C'est très dangereux. Mais il y a pire. Vous devez savoir que le système capitaliste produit des sortes de bébés systèmes, c'est-à-dire en fait des sous-produits, des sous-systèmes qui sont par exemple des systèmes qui régulent la société, la contrôlent et la manipulent par exemple par la faim. Dans un pays comme le Cameroun et dans la plupart des pays qui sont capitalistes et néolibéraux, on contrôle le peuple par la faim. Or, pour que vous puissiez contrôler les gens par la faim, il faut que ce soit des gens qui soient incapables de réfléchir. Donc lorsque vous avez un gouvernement qui vous dit oui, on va faire l'import-substitution, on va soutenir le Made in Cameroun, nous n'avons pas aujourd'hui la capacité de disposer même des compétences suffisantes pour avoir de vraies usines. Je rappelle aux gens que lorsqu'on a lancé le pipeline Tchad-Cameroun, on a dû importer la main-d'œuvre. On a importé la main-d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'on ne forme pas suffisamment de gens compétents ici. Et l'État n'a aucun intérêt à former des gens compétents. Pourquoi? Parce que même si à un moment donné, vous formez des gens suffisamment compétents pour créer leur propre entreprise, si vous avez dans un pays comme le Cameroun 10 000 entrepreneurs qui sont capables de générer un profit de 1 milliard à l'année, ça va faire 10 000 milliards. Ces gens-là, il suffit qu'il y ait un bon idéologue, quelqu'un qui a une pensée profonde, originale, une pensée de justice, qui réussit à convaincre ne serait-ce que 30 à 40 ou 50%, ces gens-là vont disposer de presque l'équivalent du budget du Cameroun et les pays capitalistes n'aiment pas ça. Si vous avez beaucoup d'argent, vous devez être avec eux. Si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes dangereux parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que vous puissiez financer l'activité politique et en finançant l'activité politique, vous allez les faire tomber. Le danger dans un pays comme le Cameroun, c'est que ceux qui ont un peu d'argent, qui sont là, financent essentiellement les jeux de chaises musicales entre les ojulatistes et entre les néocolonialistes qui sont là dans le système politique. Et ces gens-là, donc, en réalité, sont incapables de financer de vraies pensées politiques qui sont de nature à provoquer une révolution sociale, politique et historique qui va donc permettre au peuple de se réapproprier les surplus du travail. Je rappelle que quand vous regardez la Chine, beaucoup de gens ne le savent pas, mais pendant la longue marche, c'est la petite bourgeoisie, c'est les petits entrepreneurs, en grande partie, qui ont financé la longue marche de Mao Tse-tung, qui leur expliquait une chose. Si vous nous financez, vous devez savoir que vous êtes la cible du capital international. Le capitalisme international veut vous détruire parce que vous êtes la colonne sociale, vous êtes la colonne vertébrale sociale de notre société. Il veut vous détruire et en vous détruisant, il contrôle, il exploite directement les masses chinoises et ça va leur donner un pouvoir suffisant pour pouvoir dominer, coloniser la Chine grâce au contrôle direct des masses populaires. Oui. Donc, si par contre vous nous soutenez, si vous soutenez la longue marche, ça va, le Parti communiste chinois, ça va permettre que lorsque le Parti communiste chinois réussira et va donc proclamer l'indépendance de la Chine, eh bien, nous allons vous permettre de constituer le capital national qui va donc pouvoir s'opposer au capital étranger. Évidemment, c'est une subtilité idéologique qu'on a du mal à gérer au Cameroun, mais c'est ça qui s'est passé en Chine. C'est pour ça que vous voyez qu'en Chine, il y a ce qu'on appelle la marche sur deux pieds. C'est-à-dire que vous avez le capital national qui est nationaliste et qui soutient le Parti communiste, et le Parti communiste qui soutient ce capital national en lui réservant le marché national, et qui a permis à la Chine de sortir 1 milliard de personnes de la misère en 70 ans, et qui a permis à la Chine de passer du statut en 1949, en 1949, un pays comme la Tchécoslovaquie était plus riche que la Chine.
et aujourd'hui, la Chine est la première économie mondiale. Donc, vous comprenez que c'est ça qu'il nous faut. Et le capital national ici au Cameroun, d'abord, il est fragmenté, il n'est pas très important, mais en plus, il est très léger. Faites pas attention au fait de voir 2-3 petites choses. Il est très léger dans le rapport avec le capitalisme international. Et vous allez voir que tout cela, malheureusement, il faut une attitude idéologique de dirigeants qui vont permettre de protéger ce capital national, de lui réserver un marché national et de lui permettre de se développer et de grandir. Mais il faut que ce capital national soutienne d'abord un gouvernement nationaliste et un gouvernement de type communiste, en tout cas collectiviste, communautariste, qui va donc permettre que le produit du travail, soit les surplus du travail, soient effectivement utilisés pour satisfaire les besoins de la population. Donc, quand vous me posez la question que vous me posez, madame, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, la question du travail décent, la question de l'éducation, ça fait partie des outils. C'est l'un des outils de socialisation et l'un des outils idéologiques, l'éducation. Le problème, c'est que aujourd'hui, l'éducation est embrigadée comme un outil idéologique du capitalisme, comme un outil idéologique pour maintenir la domination du Cameroun par l'étranger. C'est comme ça que c'est utilisé idéologiquement par l'État du Cameroun. Et il n'est donc pas question de former des jeunes gens de manière absolument rigoureuse, sérieuse, pointue, pour qu'ils viennent créer des entreprises. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif est de créer de la main-d'œuvre corvéable à merci. Et cette main-d'œuvre corvéable à merci va donc permettre au capitalisme international de réussir dans notre pays. C'est ça qui maintient notre pays sous néocolonialisme. Vous pensez à votre avis que pourquoi on ne touche pas, on ne parle jamais du franc CFA au niveau de l'État du Cameroun? Si l'État du Cameroun parle du franc CFA, ça va montrer qu'il veut sortir du néocolonialisme. Et donc, on ne veut pas de ça, on ne parle pas de ça. C'est un indicateur de la soumission de notre peuple, de notre pays au diktat de l'étranger. C'est à nous de voir comment est-ce que nous allons organiser les questions, la société, pour que même l'éducation soit utilisée dans le sens de la libération de notre peuple. Oui. Mais le système actuel ne le peut pas. Et donc, ce qu'on appelle les emplois décents, c'est une vue de l'esprit. Ce qu'on appelle l'import-substitution, c'est une vue de l'esprit. Et c'est plus des slogans politiques que quelque chose qui peut se faire. Parce que sur le plan économique, l'éducation va être la base sur laquelle vous allez le faire. Mais cette éducation cette base économique a besoin d'une base politique et idéologique qui s'appelle donc, malheureusement, qui est une vision communiste, une vision collectiviste et communautariste de ce que notre peuple doit être. À ce moment-là, vous allez créer l'adéquation entre les besoins d'un peuple libre et la qualité de l'éducation qui permet d'atteindre les objectifs de satisfaction de ces besoins. Oui. Mais dans le cas actuel, il n'y a aucun objectif de satisfaire les besoins des Camerounais. On s'en fout. Les Camerounais, c'est du prolétariat. Et ce prolétariat est au service du capitalisme international. Et le capitalisme international doit continuer à pomper le surplus du travail des Camerounais et à en disposer comme il le veut, alors que s'oppose à cela une autre vision que des gens comme moi portent, qui dit que les surplus du travail doivent être aux mains du peuple pour qu'il en dispose selon ses besoins, selon ses désirs. Oui. Et pour ça, il faut un certain type d'éducation. Si on n'a pas une éducation de ce type-là, on va errer. Mais en réalité, il faut d'abord se libérer du capitalisme international parce que le système qui est en place est lié au capitalisme international. Il ne changera jamais le système éducatif. C'est donc des gens qui auront libéré le Cameroun de ce mauvais système-là, de ce système néocolonial, qui peuvent donc organiser une éducation adaptée aux besoins d'un Cameroun libre, d'un Cameroun démocratique pour de vrai, parce que la démocratie n'est pas la démocratie électorale, madame. La démocratie est fondamentalement la démocratie économique. Si vous voulez, on en parlera un jour. Et il faut donc, pour être libre, vous devez vivre dans la démocratie économique, c'est-à-dire dans un système économique qui permet à tous d'accéder à la satisfaction de ses besoins par un partage équitable, juste des besoins et grâce au fait que les surplus sont gérés par ceux qui les produisent, à savoir les travailleurs. Oui. Donc l'histoire de
de dialogue là, vous voyez que nous ne pouvons pas dialoguer parce que l'éducation ne permet pas ce dialogue. Oui. Docteur Yambé Timba, la dernière question pour sortir de notre entretien de ce matin. Est-ce que vous pensez que les travailleurs qui finalement n'ont pas toujours la chance d'être traités comme il se devrait peuvent faire quelque chose pour que leurs conditions puissent changer? Dans le même temps, il y a une première chose, et je crois que c'est Engels qui avait lancé ça, travailleurs du monde entier, prolétaires du monde entier, réunissez-vous. Oui. On pourrait dire aux travailleurs du Cameroun, réunissez-vous. Le problème aussi, c'est que les travailleurs chez nous ne sont pas unis. Les centrales syndicales sont infiltrées par les centrales de renseignement des capitalistes. Et la conséquence, c'est que les dirigeants, parfois, ne sont pas du tout réellement commis, engagés dans ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Mais il faut que les travailleurs s'unissent. Si les travailleurs s'unissent, ça va permettre de changer le système. Et à ce moment-là, la question n'est pas qu'ils soient pris au sérieux. La question est que eux, ils décident de diriger leur pays. Je vous prends un exemple. Madame Fikak. Oui, docteur. Vous êtes journaliste. Oui. Vous avez combien de députés journalistes? Aucun. Les Ben Skinner, même le président de la République les cite, non? Tout à fait. Vous avez combien de Ben Skinner députés? Aucun pour le moment. Les femmes qui vendent au bord de la route là, qui braisent le maïs, qui nous font manger les beignets de maïs, des beignets de farine, qui braisent le maïs, qui vendent les fruits. Ces gens-là ont combien de députés au Cameroun? Non, à ma connaissance, aucun, docteur. Les quelques métiers, professions, les quelques travailleurs que j'ai cités là, type de travailleurs que j'ai cités là, est-ce qu'ils ont un seul sénateur? Du tout. Comment pensez-vous donc qu'un gouvernement qui n'a aucun travailleur dans son parlement, dans son gouvernement, dans son sénat, je ne veux même pas essayer de parler des mairies, ni des conseils régionaux, un système qui n'a aucune représentation des travailleurs, de quel dialogue social on parle? Ce système n'a aucun travailleur à nulle part. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut s'occuper, on peut prendre les desiderata des travailleurs en considération? Vous avez des petits bourgeois qui sont là, et chaque fois que les travailleurs essayent de bouger un peu, ils viennent, ils leur disent non, écoutez, on va régler 2-3 petites choses et on va dialoguer, tout ça là. Mais vous ne pouvez pas dialoguer avec un type qui vous exploite. Vous ne pouvez pas dialoguer avec un type qui vous considère comme un esclave. Et qui a organisé le système de telle manière que vous ne puissiez jamais accéder aux sphères de décision. La démocratie électorale, qu'on appelle démocratie représentative, c'est un vol, c'est un dol. Lorsque la classe bourgeoise décide, à partir du XVIe et du XVIIe siècle, de chasser les rois, de prendre le contrôle politique de l'Europe, cette classe bourgeoise va fomenter des révolutions partout. Par exemple, il vit la révolution française, etc. machin. Mais ce n'était pas du tout une révolution populaire. C'est la classe bourgeoise qui va fomenter cette révolution et ça va lui permettre de chasser le roi et de prendre la place du roi. C'est ça qu'on va appeler la République. Et elle va instituer donc ce qu'on appelle la démocratie représentative en s'assurant que pour pouvoir être élu, vous devez faire la campagne électorale, vous devez payer des cautions, des choses comme ça. Sauf que les travailleurs, ce qu'on appelait à l'époque les tiers états, les travailleurs n'ont pas les moyens. Pour prétendre pour les élections présidentielles au Cameroun, pour être candidat, vous devez avoir 35 millions. Oui. Vous connaissez beaucoup de travailleurs qui ont 35 millions, beaucoup de journalistes, de Ben Skinner, de pousseurs, d'employés dans les usines, d'ouvriers. Vous connaissez beaucoup qui ont 35 millions. On vous dira, docteur Yambé Timba, que ce n'est non plus une profession qui devrait être ouverte au tout premier venu. Ah, vous voyez, là encore, c'est la manipulation des bourgeois. C'est pour ça qu'ils vont s'assurer que leurs enfants, on appelle ça la reproduction des élites. Vous savez, la science sociale, elle est extrêmement riche. Le problème, c'est qu'on s'est assuré dans un pays comme le Cameroun que la science sociale soit méprisée. On appelle ça la reproduction des élites. Les élites actuelles, observez quelque chose, tous leurs enfants, ou pratiquement tous, font leurs études à l'étranger. À votre avis, ou quand ils sont encore ici, ils sont dans les écoles privées d'un certain standing. Oui. Comment des gens peuvent gérer un État et faire que les écoles publiques, les collèges, les lycées publics, les universités publiques ne soient pas bien équipées et qu'il n'y ait pas toute la qualité qu'on attendrait de là? Comment vous pouvez expliquer que des gens soient
députés, ministres, sénateurs, président de la République, gouverneurs, préfets, tout ça, présidents de région, maires, mais que leurs enfants soient dans des écoles privées, dans des collèges privés, dans des universités privées ou en train d'étudier à l'étranger. C'est parce que justement, on m'avait posé la question sur l'école tout à l'heure, parce que l'objectif est de laisser l'école pourrir et faire que leurs enfants, eux, ils soient bien formés, et ça crée donc une reproduction des élites. La conséquence, c'est qu'on va dire que vous n'êtes pas assez qualifié pour être ministre, vous n'êtes pas assez qualifié pour être parlementaire, vous n'êtes pas assez qualifié pour être sénateur, vous n'êtes pas assez qualifié pour être ministre ou pour être président de la République. Mais vous voyez que les gens vous ont manipulé. En fait, ils ont usé de dol pour s'assurer de garder le contrôle du pouvoir, le contrôle politique du pays, et vous demeurez donc dans l'esclavage. Donc, au fond, madame, la démocratie représentative et électorale, c'est ça que je vous dis toujours. Mon ami Kwamo me dit toujours, est-ce que tu n'es pas trop dur avec les hommes politiques camerounais, qu'ils soient de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui ne sont pas. Je lui dis toujours, je suis désolé, tous ces gens-là, c'est des ojulatistes. C'est des gens qui ne défendent pas le peuple camerounais. Depuis qu'ils connaissent la thématique du travail, là. Combien sont venus vous voir pour dénoncer ça, de la fête du travail? Combien sont venus vous voir pour dénoncer ça? Depuis que vous êtes là, vous travaillez depuis des années à la radio. Combien sont venus vous parler du travail tel que je vous en parle ce matin et des travailleurs tels que je vous en parle ce matin? Ça ne les intéresse pas, ou alors peut-être qu'ils ne savent même pas. Et or, ce dol-là de la démocratie représentative, lorsque les travailleurs prennent le pouvoir dans un pays, ils le transforment en démocratie économique. Parce que ce qui est prioritaire, ce n'est pas d'aller voter. Ce qui est prioritaire, c'est de s'assurer que tout le monde a de quoi manger. C'est de s'assurer que tout le monde, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle les droits fondamentaux. Oui. Se loger, se nourrir, se vêtir, s'éduquer, se soigner. Ah, on a parlé de s'éduquer. Vous voyez, c'est un droit fondamental. Or, les gens font le minimum en disant on a quand même construit des lycées et des collèges, on a construit des universités, on nomme des recteurs, on nomme des proviseurs, on nomme des directeurs d'école et de CES. Le problème, c'est que quand vous allez à l'intérieur, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendrait. Oui. Vous allez voir que dans le même temps, un pays communiste comme la Chine dépose plus de brevets d'invention que la totalité des pays, du reste des pays du monde. Comment vous expliquez ça? Parce que le fait de s'éduquer est un droit fondamental et un pays communiste comme celui-là en fait quelque chose de sérieux. Vous avez un pays comme la Russie qui a une vieille culture communiste et qui est un pays profondément nationaliste. C'est l'un des pays qui ont aujourd'hui, qui sont les plus avancés dans la technologie aujourd'hui. Comment vous expliquez ça? Ces gens-là font de l'éducation quelque chose de fondamental. Et donc, du coup, les travailleurs vont avoir un traitement qui est très différent du reste du monde. Donc, dans le cas du Cameroun, eh bien, on ne prendra jamais les travailleurs en considération si, un, ils ne s'unissent pas, si, deux, ils ne se trouvent pas des leaders qui vont leur permettre de prendre le contrôle politique du pays et aider à prendre le contrôle politique du continent pour sortir du néocolonialisme. Parce que le néocolonialisme, en fait, c'est du capitalisme à l'international, c'est de l'impérialisme à l'international. Et si on ne fait pas ce qu'il faut pour maîtriser tout cela, les travailleurs auront toujours des slogans creux, des espèces de tirades bidons, comme le thème de cette année, qui ne les aura en rien. Après, on va les inviter, ils vont aller défiler sous le soleil. Juste une phrase, ils vont aller défiler sous le soleil, pendant que les bourgeois sont assis dans la tribune, à l'ombre, et dès que le défilé va finir, les bourgeois vont rentrer dans leur voiture. Et ils vont rentrer, ils sont au frais, ils sont en sécurité. Les travailleurs vont battre le macadam, vont défiler sous le soleil, sous la pluie. Et quand le défilé sera fini, certains n'auront même pas d'argent pour rentrer chez eux. Une telle considération, c'est-à-dire que cette façon de voir les travailleurs est quand même immorale. Et je dis aujourd'hui aux travailleurs, je leur lance un appel, unissez-vous, trouvez-vous un leader politique qui est capable de vous permettre de prendre le contrôle politique du pays à travers la prise de contrôle des surplus que vous produisez. Et là, il n'y aura plus de dialogue national, il y aura plutôt une justice nationale. Merci, docteur Yambé Timba. Avec vous, nous avons parlé de la situation des travailleurs au Cameroun. Ça a été un plaisir de vous avoir encore dans le cadre de cette émission ABK Matin. Excellente semaine à vous. Excellente semaine à vous et à vos auditeurs. Merci. Docteur Yambé Timba était l'invité de Sonification.